Alors, c'est pour moi un immense plaisir, je vous avoue, de présider cette séance, non pas seulement comme enseignant dans une école de journalisme, mais également comme quelqu'un, je le dis franchement, militant pour la liberté d'expression, avec mon ami Anwar et bien d'autres dans cette salle. Et donc, c'est avec fierté que je présiderai cette séance. Donc, sans trop tarder, si vous voulez bien, nous allons aussitôt donner la parole à notre ami ici, Anwar Ma'ala, qui est consultant en communication publique, très connu en Tunisie dans le monde des journalistes et des communicateurs. Donc l'objet de la communication de si Anwar portera, sous forme de questions évidemment, à laquelle il va essayer de répondre, quel rôle pour la société civile, pour la protection des libertés d'expression, des droits à l'information, la connaissance et la culture. Je demande seulement à nos intervenants de bien vouloir parler lentement, de manière à permettre aux traducteurs de prendre soin de traduire, et on vous donne 12 minutes, 15 minutes au grand max. Allez, à vous la parole. Donc j'espère que je vais être équitable avec les auteurs de ces travaux, notamment avec Arabi Chouira, et tout à l'heure je sais qu'il pourra rectifier, compléter. J'espère que rien d'important ne m'aura échappé dans ces études. Évidemment, en 12 minutes, il est absolument difficile, même d'en synthétiser une seule, que dire de 5 travaux aussi importants en ce moment particulier du monde arabe, de ce que nous vivons. Donc il y a un rapport pour l'Algérie, un autre pour l'Égypte, un troisième pour la Jordanie. Un quatrième pour le Liban et un cinquième pour la Tunisie. J'espère que je ne suis pas trop rapide, mais c'est à cause de ces 12 minutes. Donc, comme l'a expliqué Harbi tout de suite, quel rôle pour la société civile dans la protection des libertés d'expression, des droits à l'information, au savoir et à la culture, les instances de régulation, la place et le rôle de la culture dans les transitions démocratiques. Donc, je couvre essentiellement la première interrogation posée. Donc, je commencerai par deux petites citations, l'une de Montesquieu. Si à l'intérieur d'un même pays vous l'entendez le bruit d'aucun conflit, sachez que la liberté n'y est pas. Deuxième citation que j'aime beaucoup, un sociologue, Alfred Sauvy, qui nous dit « Un homme qui n'est pas informé est un sujet, un homme informé est un citoyen ». Donc la citoyenneté, vraiment l'accès à la citoyenneté, c'est l'information, c'est aussi l'accès à cette information. Depuis très longtemps, El-Kawakili au XIXe siècle avait lui aussi dit que la gouvernance même ne peut sortir de cette logique de dictature que si elle est soumise au contrôle, à l'interrogation, à la redevabilité. إن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تسامح فيه. عبد الرحمن الكواكبي. Donc, dans la société, évidemment, les médias jouent un rôle très important. Ils sont ce relais entre une population que l'on définira en arabe ashab al-huquq et les pouvoirs publics qui sont al-qa'im al-wajibat, donc la souveraineté appartient évidemment au peuple, cela va de soi, et donc il y a aussi cette interaction entre les médias et la société civile. C'est pour cette raison que mon intervention va être axée surtout sur cette relation et sur le rôle que la société civile peut jouer pour l'indépendance des médias, mais aussi le rôle que les médias peuvent jouer pour porter le plaidoyer de la société civile. Bien sûr, ce n'est pas de la peine de trop nous appesantir sur l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la liberté d'opinion, d'expression, etc. Donc tous les rapports ont mentionné cette référence. Bien entendu, à cet article 19, il y a cette nouvelle notion qui s'ajoute et qui concerne l'accès à l'information. La Tunisie a bougé très très vite et dès le mois de mai 2011, on a eu un texte, c'est le décret loi 41, et amendé un mois après et suivi une année après d'un
d'une circulaire d'application. Alors, c'est ce décret-loi donc pris pendant des vacances parlementaires, quelques jours après le changement politique majeur connu par la Tunisie en janvier 2011. Alors, je voudrais, par ordre alphabétique, pour ne gêner personne, commencer évidemment par l'Algérie, la lettre A, où il y a pas mal de péripéties qui sont expliquées. Une situation de départ, bien entendu, avec la fin du monopole de l'État en 90, grâce à la promulgation du Code de l'information. La loi du 3 avril 90 a mis un terme à la relation entre le parti unique. Il y a un bouton. La censure. Alors, la censure, parce que c'est l'Algérie. Non, j'ai du mal à le croire. Alors, donc, il y avait donc cette relation étroite entre le parti unique, le FLN, et la presse. Donc, il y a été mis fin en 90. La loi fait également référence à la possibilité de créer des chaînes de télévision et de radio privées. Cette disposition ne sera jamais appliquée. La levée de ce verrou provoque l'enthousiasme de la coopération, de la corporation, c'est-à-dire que les journalistes y ont cru. Pour soutenir les nouveaux médias, le gouvernement Hamrouche décide de débloquer des aides financières. Les journaux bénéficient également de locaux au sein de ce qui est appelé les maisons de la presse. Malheureusement, il y a eu cette période difficile de fanatisme que Tahar Djaoud il a payé de sa vie. Donc, si tu parles, tu meurs, si tu te tais, tu meurs. Alors, voilà, c'est une citation que j'ai prise, bien sûr, dans cet excellent rapport. Alors, entre 93 et 97, évidemment, les médias sont vraiment persécutés et une centaine de journalistes sont ciblés par divers groupes terroristes islamistes. Il a fallu même concevoir des résidences pour ces journalistes pour qu'ils puissent au moins rentrer le soir sans être victimes de violences ou même d'assassinats. Outre la terreur imposée par les groupes armés, les journalistes sont également confrontés de la part des autorités à de graves restrictions dans leur activité quotidienne, harcèlement judiciaire, intimidation, pression. Les moyens de cette pression sont vraiment multiples et multiformes. Au courant de l'année 2011, peut-être que le printemps arabe a joué un tout petit peu. Le président Abdelaziz Bouteflika a décidé de lancer des réformes politiques et la première action du gouvernement a été de supprimer les peines de prison contenues dans les articles 144 bis et 144 bis 1 du Code pénal, les remplacer par des amendes. Et il s'avère que le journaliste se retrouve seul face à la justice, puisqu'en cas de condamnation, il est tenu de prendre en charge le paiement d'amende, une obligation qui ne concerne pas le responsable du média pour lequel il travaille. Bien évidemment, la suppression des peines de prison a été accueillie favorablement. C'était quand même du nouveau que la privation de liberté ne soit plus la règle et que l'on pense plutôt à l'amende. Les échanges entre professionnels ont permis de dégager des recommandations pour le secteur. Il y a eu un grand séminaire, peut-être à l'occasion de cette étude, donc un certain nombre de recommandations et de pistes ont été avancées. Bien sûr, les professionnels demandent l'application du décret du mois de juillet 88 qui consacre le droit à l'information. Ils demandent également à ce qu'on s'assure que la loi 90-31 de 90 s'effectue en faveur des plus grandes libertés de constitution et d'action des associations, notamment celles en rapport avec le paysage médiatique, supprimer la peine d'emprisonnement pour les dirigeants des associations suspendues ou dissoutes. Ça, c'est aussi le rapport est autant entre l'associatif et les médias, et c'était d'ailleurs dans les termes de référence. Cette mesure était jugée contraire à l'esprit du système déclaratif, et étant jugée contraire à l'esprit du système déclaratif, réhabiliter le conseil d'éthique et de déontologie qui protège la profession des journalistes et permet aux journalistes donc d'être un peu plus rigoureux quand ils traitent la matière informative. Mesurer la qualité de l'information pour éviter le plagiat, structurer le syndicat, annuler le monopole de l'État sur les médias lourds, aller vers une répartition équitable de la publicité. Ah, c'est trop, je suis un peu trop rapide, d'accord. Considérer le droit
et la liberté de réunion et de manifestation pacifique suite à la levée de l'état d'urgence et dépénaliser l'information sécuritaire et celle relative à la charte pour la réconciliation nationale afin d'éviter les excès du pouvoir juridique. Une dernière liste de recommandations. Il est recommandé, bien entendu, la reconnaissance des associations comme un élément actif dans la société, un allié stratégique pour l'établissement du citoyen, former les associations, les médias et les institutions sur les valeurs de la société civile et les droits de l'homme, créer une presse spécialisée, proposer des appels à projets pour les associations, impliquer la société civile dans les prises de décision concernant les politiques d'intérêt public. Dans les 5 rapports, j'ai essayé de prendre les recommandations, soit qui sont uniquement centrées sur les médias et la presse, ou celles qui sont entre les deux ou qui parlent de cette relation entre l'associatif et le médiatique. Alors, je passe à l'Égypte. Les recommandations sont également très longues et très nombreuses. Je résume les plus importantes. Celles qui sont en rapport avec la liberté d'expression, garantir la liberté d'expression, ainsi que les libertés en rapport, assurer la liberté de publication, c'est demandé par les professionnels. Et là-dedans, on parle des monopoles, les monopoles de fait, on parle des concentrations de tous les risques que l'argent peut représenter quand il se mêle aux journalistes et aux médias. Interdire l'apologie de la haine, la diffamation, les atteintes à la vie privée, même sanctionner les rumeurs. Il est dit quelque part qu'il faut aussi s'en occuper. Supprimer le ministère en charge, ainsi que le conseil de la presse. On demande à ce qu'il soit remplacé par un conseil indépendant. C'est un conseil qui réunirait les aînés de la profession, les sages, ceux qui ont une certaine expérience et qui sont indépendants. Ils veilleraient au bon respect des règles déontologiques aussi. Ils se prononceraient sur les nouvelles demandes, donc c'est vraiment une autorité de régulation aussi. C'est aussi une sorte de conseil de surveillance. Alors, il aurait plusieurs tâches puisqu'il remplacerait plusieurs organes. On recommande aussi la révision des textes en vigueur, y compris la Constitution, y compris des textes en rapport avec les médias qui sont dans la Constitution. On demande aussi la confirmation et surtout l'appel, la suppression de l'appel privatif de liberté dans les délits de presse. On engage les médias à publier leurs comptes, c'est très important. C'est encore une fois cette interaction entre l'argent et les médias et le danger, c'est un couple vraiment, il faut vraiment y prêter attention. Les engager aussi à conclure des conventions collectives parce que beaucoup de professionnels des médias vivent dans la précarité, les journalistes, mais pas que les journalistes ou les ouvriers du secteur de la presse. Alors, on demande toujours, les Égyptiens demandent globalement à systématiser l'observation des médias et l'observation de leurs performances, apporter des améliorations au système existant de formation et de perfectionnement des journalistes, lutter contre l'impunité à travers l'habilitation du système judiciaire, légiférer dans le sens de l'accès le plus libre possible aux informations et aux documents, mener des campagnes de sensibilisation contre la culture du secret, la culture du confidentiel. Donc c'est un pas qui n'a pas encore été franchi en Égypte, lutter par tous les moyens contre les rumeurs. Ce n'est pas parce que la Tunisie a un texte qu'elle a maintenant complètement abandonné cette culture. Non, la culture est toujours là, elle résiste. Et les textes, en l'occurrence, apparemment, sont légèrement à l'avance, mais il va falloir, bien entendu, là aussi, agir pour que cela s'accélère un peu. Je passe au rapport jordanien. Coordonner les actions entre la société civile et les médias, c'est recommandé. La société civile devra exercer les pressions nécessaires pour que les textes évoluent, les textes en rapport avec les médias. Donc la société civile est demandée en renfort ici pour que sa voix parvienne. À 5 minutes. C'est bien, c'est bien. Non, j'aurais fait.
Les médias doivent pouvoir couvrir et valoriser le travail des associations. En Jordanie, les OSC, les organisations de la société civile, doivent être formées pour comprendre les contraintes des médias. Les médias doivent être formés pour apprendre à relayer les actions de plaidoyer des organisations de la société civile. Les organisations de la société civile et les médias doivent se soutenir les uns les autres et refléter ensemble l'état de l'opinion, ses préoccupations et les besoins de la population, qui n'est plus cette coupure entre le pays profond, le pays réel, et le pays officiel. Le Liban, c'est l'avant-dernier rapport, et le dernier, ce sera la Tunisie. Donc, les aspects qui ont été couverts par l'étude sur le Liban concernent la liberté d'expression, les garanties légales, les pratiques professionnelles, le recul de la compétitivité des médias, les défis déontologiques. C'est un rapport assez complet qui vraiment nous donne une idée assez claire de ce pays très compliqué. À travers ce rapport, on voit qu'il y a énormément de questions qui sont soulevées par le rapport libanais qui ne viennent pas du tout à l'esprit de ceux qui ont fait les autres pays, parce que le Liban est un pays vraiment très particulier. La législation est considérée comme globalement coercitive. Pour les autorisations dans l'audiovisuel, rien n'oblige le gouvernement à justifier son accord. C'est le gouvernement lui-même qui donne l'autorisation de diffuser. Il peut la refuser sans expliquer pourquoi. Il peut aussi l'accorder sans dire pourquoi non plus. Le nombre de périodiques politiques est limité par la loi à 25, ce qu'on appelle des périodiques politiques. Les libertés en matière de création théâtrale, cinématographique et d'expression artistique sont également couvertes de la prise de vue, la censure, le droit d'accès à l'information. Les organisations de la société civile sont relativement puissantes et influentes, c'est ce que constate le rapport. Le monitoring des médias est un travail quotidien et il faut que ce soit un travail sans relâche. Les violations sont documentées globalement et elles sont nombreuses. L'évaluation des textes légaux en rapport, le suivi des décisions de justice concernant les journalistes, la consultation des hommes et des femmes des médias concernant leurs préoccupations, tout ceci entre dans le rôle de la société civile. Donc la plupart des études et des recherches ont abouti à la conclusion que le secteur de l'information a échoué à remplir son rôle de rassembleur et de faiseur d'opinion. Il se limite à refléter les divisions, voire à les consacrer. C'est la principale conclusion de ce rapport. Pour la Tunisie, il s'agit de nouveaux dispositifs, mais les vieilles pratiques ont la peau dure. C'est le rapport donc de Albi Chouira. Globalement, il est long, il est très intéressant et il mériterait à lui seul vraiment tout comme les autres d'ailleurs, mais ça va te frustrer un peu à Albi, mais je suis obligé d'aller vite, puisque par ordre alphabétique, la Tunisie vient en dernier, il ne me reste plus qu'une minute pratiquement. Donc le seul acquis de la révolution, beaucoup de Tunisiens pensent que c'est la liberté d'expression. Le paysage médiatique tunisien est marqué par un certain désordre, un certain flux, des tâtonnements, des dérapages. Malgré un discours rassurant, les nominations des responsables des médias publics continuent à se faire sans concertation avec les syndicats et avec les professionnels. La nomination des membres de l'AECA est intervenue avec 18 mois de retard. L'AECA, c'est cette autorité indépendante pour la communication audiovisuelle. Les agressions sont régulières, 30 agressions par mois. À peu près, il y en a eu une hier terrible, catastrophique. Adnan Chaouchi a été proprement, vraiment, il a été agressé, alors que c'est un type d'une gentillesse, d'une douceur, et c'est un indépendant, et vraiment, enfin, c'est pas grave, on n'arrête pas, pour la Tunisie, vraiment, ça n'arrête pas. Le chemin des réformes est parsemé d'embûches, nous dit Albi Chouira. Pour la promotion de la liberté d'expression et du droit à l'information, 3 actions sont suggérées à l'adresse des ONG exerçant dans le champ des médias. Il est nécessaire que ces associations se regroupent dans une coalition mue par des objectifs complémentaires et cohérents. Il donne pour exemple d'autres coalitions. La relation au droit d'accès à l'information, au développement du service public, aux médias associatifs peut se fonder sur les principes et les droits reconnus et formulés dans des textes de loi, en se fondant principalement sur le décret loi 41 qui lutte contre la culture, contre le culte du secret d'État. Pour la défense du service public et dans l'audiovisuel public, il importe de se mobiliser en vue d'abord
de contribuer à définir les missions reconnues au service public des médias publics, afin ensuite de les promouvoir et de les protéger. Je termine, Abi. Alors, plusieurs autres pistes sont explorées, des missions assignées au service public, la protection des droits humains, la valorisation, tout ceci devrait être l'objet d'un certain travail, surtout pratiquement de formation, pour que cette culture-là du patrimoine régional local, de la protection de la nature, de la parité, etc., tout ceci tarde à se mettre en place. Alors, il convient... bon, la question des médias associatifs, je ne peux pas en parler, on n'a plus le temps. Je veux juste terminer par ces deux constats très importants, ces deux éléments très importants par lesquels se termine le rapport pratiquement. Ce travail, tout cela, toute cette réforme, toute cette révolution ne peut se faire que sous condition, d'une part, il ne peut se développer que dans une situation politique favorable et validée, des idées contradictoires garanties par un cadre juridique et institutionnel. Il ne peut se déployer que dans le cadre des politiques publiques cohérentes définies par les autorités du pays. Donc les médias sont là pour que nous ayons un meilleur gouvernement. Your government gets better with every new app, every new application. Donc, et je termine par ce proverbe chinois: fulminer contre les ténèbres n'amènera pas la lumière, mieux vaut allumer une chandelle. Merci. Merci Anne. Je suis vraiment désolé parce que je sais que cet exercice est très frustrant. 20 minutes. Très frustrant pour pouvoir faire une synthèse de ces études qui ont été proposées, mais j'imagine qu'on te posera un certain nombre de questions au moment du débat. Bon, alors sans trop tarder, je passe la parole à Madame Hamida Ksous, excusez-moi si j'ai corrigé votre nom, qui est conseillère au cabinet de Madame la ministre de la Culture de la République algérienne démocratique d'Algérie. Et l'intervention portera sur le droit à la culture. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon collègue a commencé par une citation, je vais faire la même chose. Cette fois, je prendrai celle de la déclaration de Mexico sur les politiques issues de la conférence mondiale sur les politiques culturelles, qui note que la culture donne à l'homme la capacité de réflexion sur lui-même. C'est elle qui fait de nous des êtres spécifiquement humains, rationnels, critiques et éthiquement engagés. C'est par elle que nous discernons des valeurs et effectuons des choix. C'est par elle que l'homme s'exprime, prend conscience de lui-même, se reconnaît comme un projet inachevé, remet en question ses propres réalisations et recherche inlassablement de nouvelles significations et crée des œuvres qui le transcendent. J'en viens à l'Algérie et donc à la façon dont l'État algérien garantit le droit à la culture. La constitution de la République algérienne démocratique et populaire a consacré les principes essentiels relatifs aux droits humains universels. Le droit à la culture en fait partie au sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par ailleurs, l'Algérie, et ça a été dit ce matin, a ratifié la Convention internationale relative à la protection de la diversité des expressions gouvernementales, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, et pour lequel le ministère de la Culture a déjà réalisé 287 bibliothèques sur le quota des 440 qui lui étaient impartis. Le reste étant à réaliser par le ministère de l'Intérieur. Le second type d'espace culturel concerne les maisons de culture. Nous considérons que les maisons de culture sont un véritable lieu d'expression artistique et culturelle, ouverts à un large public. Ce sont des espaces irremplaçables car ils permettent à la fois l'initiation aux arts, l'encadrement de l'expression des jeunes talents dans toutes les disciplines artistiques et culturelles.
Il y a une dizaine d'années, les maisons de culture étaient au nombre de 22. Elles sont actuellement à 38 et elles sont passées donc de 22 à 38 en moins de 5 ans. Et elles devraient pouvoir bientôt exister dans chaque wilaya et peut-être même chaque chef-lieu de wilaya dans un avenir aux alentours de 2015-2020. Les chefs-lieux de daïra, ce sont les arrondissements, je pense que tout le monde le sait. Le troisième espace culturel concerne les salles de cinéma. Et là, il y a beaucoup à dire, effectivement. Le parc cinématographique actuel est estimé à quelques 318 salles, dont seulement 60 appartiennent au secteur de la culture, ce qui fait un pourcentage de 20%. Le reste, 232 salles, soit 72%, appartiennent aux assemblées populaires communales, c'est-à-dire les mairies. Et ce, depuis la loi des finances de 1981, qui les leur avait affectées. Il reste 26 salles, donc 8%, qui appartiennent à des tiers. Ce sont des privés ou des institutions. Le ministère de la Culture a entamé une vaste opération de récupération de ces salles au fin de mettre en place un programme de réhabilitation qui permette de leur redonner leur fonction initiale. Pourquoi leur fonction initiale? Parce que la plupart d'entre elles ont été détournées, soit ce sont des salles des fêtes, soit ce sont devenues des pizzerias, soit encore des sièges de parti. Donc nous sommes actuellement en train de lutter pour que les assemblées populaires communales acceptent de délibérer pour les redonner au ministère de la Culture, qui compte les réhabiliter, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les donner en gestion à des jeunes. Il ne s'agit pas de les gérer, le ministère de la Culture ne veut pas gérer les salles de cinéma, mais veut les donner en gestion à des jeunes diplômés des universités que nous pourrions former en quelques mois rapidement à la gestion des salles de cinéma. Le quatrième type d'espace culturel concerne les musées, les établissements du patrimoine culturel. Leur nombre aussi a considérablement augmenté en quelques années. 13 nouveaux musées ont été construits, ont été réalisés entre 2009 et 2012. Je dis construits, mais très souvent il s'agit d'édifices, de sièges qui ont été attribués au ministère de la Culture et transformés en musées. Je prends par exemple cet espace que vous connaissez peut-être, un centre commercial qui s'appelait à l'époque de la colonisation française les Galeries de France, qui est devenu ensuite les Galeries algériennes, qui se trouve en pleine rue du Douche et que le ministère de la Culture a récupéré et transformé en musée d'art moderne et contemporain. L'accès des musées est quasiment gratuit au public. En plus du public, il prend en considération les populations scolaires, les jeunes et les lycéens, donc les collégiens et les lycéens, pour lesquels des journées spécifiques sont réservées avec initiation au patrimoine culturel, matériel et immatériel. Le ministère de la Culture a également ouvert un vaste chantier de mise à niveau et de sécurisation de l'ensemble de ces musées. Un autre espace culturel également est constitué par les théâtres, qui connaissent une augmentation de leur effectif également. Ils étaient 15 au départ, s'y sont rajoutés 8 nouveaux, particulièrement dans les villes des hauts plateaux du pays, et 26 projets sont en cours de réalisation. À toutes ces infrastructures culturelles vont s'ajouter des moyens mobiles tels que les bibliobus, en plus des bibliothèques dont j'ai parlé tout à l'heure. L'État a pu acquérir 48 bibliobus qui correspondent aux 48 wilayas et qui vont servir à sillonner les zones un peu enclavées ou déshéritées. Des cinébus ont également été achetés, il y en a 12 pour l'instant, et ces moyens mobiles vont permettre la diffusion culturelle jusque dans les régions déshéritées et bien sûr à titre gratuit. Par ailleurs, tous ces moyens mobilisés pour la réalisation de ces infrastructures sont complétés par un programme
culturel annuel dans toutes les disciplines artistiques et littéraires, particulièrement à travers l'institutionnalisation de festivals culturels. Il y a une quinzaine d'années, en Algérie, il y avait en tout et pour tout 3 festivals culturels. Le festival de Tingad, que tout le monde connaît, le festival du théâtre amateur de Mostaganem et un festival de danse à Sidi Bel Abbès. C'était les seuls. Nous en avons, au jour d'aujourd'hui, 166. Ils touchent toutes les wilayats et impulsent un nouvel élan à la création artistique et à la régénération du patrimoine immatériel parce qu'ils concernent toutes les formes d'expression culturelle. Nous avons des festivals de musique, de théâtre, de danse, de cinéma, de littérature, d'art plastique, d'art visuel, de chansons, de traditions et culture populaire, etc. En dehors des festivals culturels institutionnalisés, le ministère a mis en place des programmes de tournée qui touchent 2 types de manifestations, les caravanes musicales et les tournées théâtrales. Ces 2 types de spectacles sont organisés tous les ans à travers tout le territoire et provoquent chez le public à peu près le même impact que les festivals institutionnalisés. Il y a également, et ceci est un peu nouveau pour cette année, un programme qui est destiné à animer la saison estivale. Il est fin prêt et va être bientôt lancé. Il va couvrir toute la période qui s'étend donc de juillet à septembre et particulièrement la période du Ramadan. Il concernera 14 villes côtières qui vont chacune réserver 4 sites culturels, notamment à proximité des plages. Donc nous aurons en tout 56 sites culturels à travers ces 14 villes, avec en moyenne 4 spectacles par semaine et par site. Ce qui donnera entre juillet et septembre un total de 1568 spectacles qui feront travailler des milliers d'artistes, de musiciens, d'animateurs, de techniciens de spectacle, etc. et qui seront ouverts gratuitement au public. Bien sûr, infrastructures culturelles et programmes d'animation ne seraient que des coquilles vides si la production d'œuvres culturelles n'était pas encouragée. Pour leur permettre de renouveler et d'enrichir leur répertoire et donc d'attirer et de retenir le public de façon continue, le ministère de la Culture a mis en place tout un programme d'aide à la production culturelle. Il s'agit d'aider à la création dans l'ensemble des formes d'expression. Cette aide est déclinée à partir de comptes d'affectation spéciale. Et il y en a 2 importants. Le premier s'intitule le Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographique, en abrégé FDATIC, qui accorde chaque année l'équivalent de 8 millions d'euros aux producteurs et réalisateurs nationaux du secteur privé, ce sont tous des privés, pour la production cinématographique. Le deuxième fonds s'intitule le Fonds de développement des arts et des lettres, en abrégé le FDAL, qui accorde exactement la même somme, 8 millions d'euros, aux auteurs, aux éditeurs privés, ainsi qu'aux créateurs privés indépendants pour la production et la diffusion artistique, telles que le théâtre, la chorégraphie, la musique, la littérature, toutes les formes de littérature, etc. En dehors de ces fonds spéciaux, il y en a un qui est prélevé sur le budget de fonctionnement du ministère lui-même et qui concerne un chapitre spécifique relatif à l'aide aux associations. Il s'agit bien sûr d'associations qui activent dans le domaine de la culture, auxquelles le ministère accorde 450 000 € chaque année.
Il s'agit bien sûr d'associations culturelles, mais dont la gestion est saine, évidemment. Je ne connais aucun pays qui accorderait des subsides, des deniers de l'État, si la gestion n'est pas contrôlée, vérifiée. Il faut présenter un bilan positif pour pouvoir prétendre à une nouvelle subvention. Au total, on peut donc compter que pour cette aide à la création, 70 maisons d'édition privées ont bénéficié des aides publiques, 30 entreprises de production cinématographique, 60 coopérations théâtrales privées et plus de 3000 artistes ne relevant d'aucun établissement public ont été aidés donc, au titre des tournées musicales et des tournées théâtrales et des caravanes musicales. C'est donc en termes d'objectifs de durabilité et d'égalité d'accès et d'équité que s'inscrit la politique culturelle de l'État algérien. Et finalement, même si nous pensons que le rôle de l'État n'est pas de produire la culture, mais de l'impulser, de soutenir la création, de réguler les différentes activités et afférentes et de les faire produire par des professionnels, tels que les établissements qui sont dûment constitués ou encore des promoteurs de spectacles agréés, et ils sont actuellement au nombre de 52. J'ai survolé très rapidement tout ce que le ministère de la Culture a engagé depuis plusieurs années pour apporter la culture aux citoyens, et je vous remercie. Merci. Alors merci Madame Hamida Sousse pour cet éclairage particulièrement utile et riche portant sur le droit à la culture en Algérie. Et je vais, si vous voulez bien, maintenant céder la parole à Madame Gemma Obarel de la Fondation Anna Lin, que nous connaissons très bien en Tunisie. Et l'intitulé de sa communication portera sur la place et le rôle de la culture dans les transitions démocratiques. Merci beaucoup. Je vous rappelle le temps imparti, 12 minutes si vous pouvez. Très bien, très bien. Bon, la culture dans la transition démocratique me dirait tout un séminaire, je veux dire. La première chose que je dois dire, c'est que je suis très contente, nous comme Fondation, et moi comme Fondation Analine, d'être invitée parmi vous aujourd'hui par les organisateurs. Et nous tenons beaucoup à cette invitation, puisque l'initiative des plateformes de société civile et cette initiative, en principe, de ce consortium qui a développé tous ces programmes, nous tenons beaucoup à ce travail et nous voudrions bien, comme Fondation Analine, apporter et collaborer dans cette démarche. Alors nous sommes très contents aussi d'amener cette touch sur la culture. Je crois qu'elle a été une très bonne idée. Qu'au moins cette insertion dans cette démarche de société civile soit dévouée à ça. Parce que moi, je vais commencer par une petite critique. Toujours comme société civile, dans la démarche de la société civile, on est tout le temps avec cette conscience de la dimension socio-économique, de la dimension sociale, de table. Depuis que je travaille dans tous ces domaines, la culture a été toujours quelque chose additionné. Mais maintenant, et c'est pour cela que je suis au moins contente de partager avec vous quelques réflexions que nous faisons sur les transitions démocratiques en cours. D'après notre observation comme acteur du dialogue Euromed, le panorama a changé complètement la position de la culture, alors que maintenant la culture est un protagonisme absolu des acteurs culturels de tous les changements qui se sont mis en scène dans le panorama de ces transitions démocratiques. Alors la seule, entre guillemets, recommandation, pas sous mon chapeau de Fondation Analine, je dois dire, c'est recommander qu'on prenne compte des acteurs culturels comme des acteurs protagonistes et pas plus accompagnateurs des processus de changement. Parce qu'il y a une légitimité de tout ce qu'ils sont en train de faire pendant cette période qui les met dans les centres. Je vais développer un peu ça avec vous, si je peux, avec cette réflexion. Alors, on va partager. Et aussi, je suis contente par la coïncidence d'écouter Madame du ministère de l'Algérie, parce qu'elle a donné deux remarques très importantes. La première, c'est l'introductif
parce que quand j'ai préparé un peu tout ça, j'ai dit, ouf, culture, la culture c'est une chose, un domaine très vaste. La culture, comme on a dit quelqu'un ce matin, c'est toute la dimension humaine qu'on met, on peut parler de valeurs, on peut parler de perception, comment tout ça a été important dans des processus de transition démocratique, c'est incommensurable, on ne peut pas en parler. Alors, moi j'ai réussi à avoir les focus dans ce qui c'est le secteur culturel et le fil de l'activité culturelle, alors que je voudrais vous dire que ça aussi mérite une réflexion, si bien que nous le faisons par le domaine socio-économique, on a été très bien développé pendant la journée, je crois que ça mérite toutes ces questions de valeurs et sa question de la côté humaine de toute cette question culturelle, ça mérite une réflexion aussi. Et aussi bien parce que madame a fait une réflexion très intéressante. Elle a parlé de politique publique, avec beaucoup de moyens, je vais vous dire, parce que l'Algérie a beaucoup de moyens, heureusement, pour développer cette politique publique. Tant que moi, je voudrais vous dire un peu comment le bouleversement des transitions démocratiques dans quelques pays vraiment en transition forte, comme c'est le cas de la Tunisie ou l'Égypte, mais aussi dans l'ensemble des politiques de transition dans les pays, a mis tous ces modèles, disons, en tension, si je veux dire. Je veux dire, en tension dans le cas que maintenant on a la possibilité d'avoir quelques inputs, ou outputs, je ne sais pas comment le dire, quelques données qui viennent de la nouvelle dimension démocratique accélérée et surtout qui viennent de la dimension du culturel indépendant. Que c'est une figure un peu comme ça, mais c'est très intéressant. Le secteur culturel indépendant, c'est celui qui est dans le privé, mais en même temps qui a une responsabilité publique, ou qui se sent comme ça dans cette responsabilité publique, et qui a eu un peu, ou a été au centre de toute la réflexion stratégique dans les transitions. Alors, de tout le monde, quand on parle de secteur indépendant, ça veut dire indépendant de l'industrie culturelle à dimension, disons, indépendant et innovative. Ils sont des petits groupes de culturels et des agents qui travaillent par ce qu'ils croient, mais pas par ce qu'ils disent. Alors que, ça a été une introduction de 3 minutes que j'ai décompte de 13. Alors, c'est très intéressant la réflexion de la dimension de la publique que madame nous a donnée, parce que tout ça doit être repensé avec les glaces, si je veux dire, les langues, de tout ce qui est en train de passer dans la situation. Alors ça c'est aussi intéressant, parce que cette réflexion doit être aussi faite. Et beaucoup de choses qu'on va dire maintenant comme des petites réflexions pouvaient être aussi endossées par les services publics qui sont en train d'accompagner aussi tous ces domaines de politique culturelle. Alors qu'on va parler un peu ici d'une réflexion sur la culture, mais on a choisi, parce que le domaine c'est très vaste, on pourrait bien choisir, commencer avec l'industrie culturelle, les politiques culturelles, la culture, les acteurs culturels. On parle de la culture quand on a un impact social et surtout de quel instrument pour la participation sociale, de l'importance de la culture pour aider aux citoyens à participer à la vie publique et de l'importance de la culture aussi avec un grand défi, que c'est la deuxième idée que je voudrais aussi vous transmettre, l'importance de la culture dans une parole qui a beaucoup apparu ces jours et demi, que c'est la parole dialogue. Si je peux dire le secteur culturel dans les transitions démocratiques, c'est clair qu'il a été soumis à une tension qu'il a mis parfois dans un des côtés de ces périodes de transition, en oubliant qu'il y a des autres côtés qui se sont mis parfois confrontés à ce secteur culturel. Tandis que la culture, c'est tout. La culture n'appartient pas à un domaine d'une élite. Ça, c'est une question que je vous dis pour le débat. Mais la culture, ce n'est pas simplement les gens qui poussent à l'innovation de la transition. La culture, c'est aussi la société à glace qui demande des produits banals, aussi de diffusion culturelle. La culture peut être aussi une dimension à penser par des positions idéologiques qui ne sont pas, disons, c'est de l'aperture dans le processus de transition. Et pas simplement il y a eu une instrumentalisation de la culture dans des domaines de confrontation politique, souvent entre des différentes dimensions, où la culture a été, comme les femmes d'ailleurs, toujours il y a
quelquefois émissaire au milieu de toutes ces confrontations. La culture a été oubliée, et en Tunisie, qu'est-ce que je dois dire, vous savez très bien. Alors que, en tout cas, cette question du dialogue doit être pensée ici comme un grand challenge pour l'avenir aussi pour les secteurs culturels. Une autre chose, une idée aussi très intéressante, c'est que la culture, et ça a été très bien exprimé aussi par Madame quand elle a commencé avec la déclaration de la diversité de l'UNESCO. La culture, maintenant, est bien positionnée dans certains domaines, disons des changements, si on peut dire. On est bien positionné dans la coopération au développement, on a reconnu que la culture peut aider au développement. On est bien positionné aussi dans les questions de diversité, on reconnaît le rôle de la culture pour faciliter cette dimension de diversité. Même, on est bien reconnu que la culture peut jouer un rôle important dans des questions de paix, de prévention des conflits. On a travaillé pas mal la question de la culture comme un outil intéressant, même comme une question de création de richesse, avec toute la démarche, notamment des politiques européennes, sur la question de renforcement et appui au secteur industriel de la culture, ou économique de la culture. Mais, peut-être, troisième idée, c'est que dans ces moments, ce qui passe dans la rive sud de la Méditerranée, on nous demande de penser un peu dans un modèle, la dimension culturelle qui jusqu'au moment n'existe pas, on n'était pas très évident dans comment utiliser la culture. Parce qu'on doit utiliser la culture pour les transitions démocratiques, on doit utiliser la culture, ou avoir la culture dans un contexte des conflits que c'est le nôtre dans la Méditerranée, c'est pas simplement la culture, c'est la Syrie, la culture c'est la Palestine, et la culture c'est aussi les tensions internes dans chaque société. Alors ce n'est pas simplement un accompagnement de la transition, comme on aurait pu dire, moi je suis de Barcelone, alors la transition démocratique espagnole, la fusion de la culture, ici on est confronté à une tension aussi permanente au ce milieu. Alors toutes ces dimensions de crise économique aussi dans ces moments, ça fait que moi, je crois que maintenant, le challenge, ce n'est pas la dimension culturelle et les transitions, c'est la question culturelle et l'échange, la capacité de la culture à être utile et à se débrouiller dans ces changements que nous avons. D'ailleurs, c'est pour cela que, par exemple, quelques programmes que nous avons mis à terme dans la Fondation sont Arts for Change. La parole changement et la parole être flexible et capable d'être à l'auteur de toute cette dimension, ça dépasse un peu le contexte de transition politique, notamment comme ça. Il y a une autre question, que ça peut être aussi ad hoc dans la Méditerranée, parce que toutes les autres choses de diversité, toutes les autres choses que nous avons dit de coopération au développement, de la question économique, c'est une question globale. On peut les trouver en Mexique, à la Chine, à France ou ici. Mais il y a des caractéristiques qui sont un peu ad hoc du modèle méditerranéen qu'il faudrait peut-être explorer, bien sûr comme une bonne pratique dans le futur, mais pour le moment comme un focus intéressant par nous-mêmes. Alors ça va la peine peut-être de mettre tout ça que maintenant sont des problèmes ou des challenges pour voir quel mécanisme nous sommes en train de focaliser dans cette question ou dans cette intéressant. Alors une autre question, que ça a été très intéressant, comme il y a eu cette réflexion, je crois que c'était hier soir, cet après-midi, hier après-midi, à partir du besoin de travailler à niveau de la société civile dans différents fields, dans différents secteurs de la société civile, avec les gens, avec les femmes, l'environnement, la question des jeunes. Qu'est-ce qui s'arrive maintenant avec la question du secteur culturel dans ces contextes de changement? Il y a eu une grande, comme j'ai dit au commencement, une grande demande sociale aux acteurs culturels d'être dynamiques dans ces processus. Mais la demande, c'était surtout dans ces acteurs, vous demandez qu'est-ce que c'est indépendant, par exemple, quand vous voyez les graffitis en Égypte, moi je viens de l'Égypte, vous ne pouvez pas vous imaginer toute cette éclosion de gens qui travaillaient la culture comme expression. Ça c'était un exemple, on peut parler de l'industrie des comics, on peut parler de la musique, mais il y a eu une reconnaissance de la société en transition ici du théâtre,
il y avait une reconnaissance de que ces acteurs étaient importants pour arriver à exprimer ses besoins de liberté. Mais il n'y a pas eu, pour le moment, les mêmes, disons, attentes, par exemple, du secteur culturel public. Il n'y a pas eu une demande tellement forte en demandant au secteur public aussi d'être mobilisé par toute cette politique culturelle à développer dans le pays. Alors, ce que le secteur, disons, culturel demande, c'est travailler plus aussi dans les politiques publiques, au même niveau qu'on a été la dynamique au niveau plutôt privé ou indépendant. Et aussi, une autre chose que vous avez dit, les réseaux culturels, peut-être parce que la culture c'est un peu indépendante par soi-même, et quand c'est pas lié à une politique culturelle, mais encore, c'est très difficile, vous le savez, c'est très difficile d'identifier un réseau culturel, c'est très difficile. Alors il faut travailler, et ça c'est une demande que dans les réunions que nous avons partagées avec des secteurs culturels, des fondations qui travaillent sur la culture, il y a une grande demande de réseautage, de travailler et d'appuyer le réseautage dans le secteur culturel. Parce que c'est vrai que dans la dimension de la société civile, ça n'a pas fonctionné vraiment jusqu'au moment. Mais maintenant, il y a une base pour y travailler qui peut être vraiment profitée. Comme on a dit, il y a cet défi d'instrumentalisation de la culture. Et il y a aussi une demande, ou un grand questionnement, peut-être c'est la quatrième idée forte un peu avancée, c'est jusqu'à quel point toute cette dimension d'engagement social de la culture dans les moments de transition politique pourrait avoir le danger d'oublier ce qui c'est les principales motivations de la culture à la fin, que c'est cette vision, si vous voulez, artistique, esthétique, ou des plaisirs de l'esprit, si on peut dire. Alors, on était très surpris parce que cette question a été mise par les acteurs culturels eux-mêmes. Ils ont dit, il ne faut pas oublier que quand on travaille un film ou quand on fait une question d'une exhibition, la qualité artistique, c'est toujours pourquoi? Parce que parfois il y a eu un peu une supplantation dans ces qualités par mobilisation sociale, et ça a été une grande. La dernière démarche après le ministériel culture Euromed a appuyé le secteur privé et a supporté la création d'une industrie culturelle. Il ne faut pas oublier la nécessité de combiner tout ce qui c'est la transition, la dimension sociale de la culture qui doit accompagner, avec une industrie forte, et comme on a dit ce matin, c'est important aussi que tout ce qui va à la société aussi soit compétent pour créer des richesses. Alors, pas oublier maintenant que la question doit être aussi continuée à cette idée de financiation et sostenibilité. Il y a aussi une question intéressante, c'est la question des espaces publics. J'ai choisi ce concept parce que dès le premier moment de la Révolution, il y a eu toute cette idée d'espace public, espace public. Quand on faisait une réunion avec des acteurs culturels, l'espace public, l'espace public. Et c'est vrai que maintenant, il y a une double dynamique. La première, c'est qu'on a gagné l'espace public, c'est vrai. Les murs du Caire étaient tout pleins comme je vous ai dit, des choses, la musique est partout, on a gagné des terrains en espace public. Les acteurs culturels maintenant craignent, ont un peu peur que quand les choses seront un peu stabilisées, on va perdre cette dimension qu'on a gagnée avec la Révolution, d'arriver à l'espace public pour la première fois. Ils ont un peu cette question de peut-être cette liberté qu'on s'apprie de nous. Quand les choses vont être régulées, on va les changer. Alors il y a une grande demande de cette demande au secteur public de octroyer, de les donner des espaces gérés par les secteurs culturels et pleinement, disons, mais en même temps, il y a un grand challenge pour tous ces secteurs culturels qu'ils n'arrivent pas à la société à large. Il y a un problème, d'ailleurs, pour tout le processus de transition démocratique, d'arriver à la vraie société, aux communautés locales, aux zones rurales, et il y a la conscience que maintenant il faut travailler des autres schémas qui ne sont pas des schémas culturels urbains, que nous allons nous tous comprendre.
un film sur une question culturelle qui fait mention à une question, disons, sociale. Il faut travailler dans des formats, c'est un peu comme on a passé avec l'immigration en Europe. Premièrement, pour les produits qu'on faisait adresser à toute la question migratoire, était très consciencieux, très pour un target. Après, on a banalisé jusqu'à arriver, par exemple, dans le domaine des médias, à faire des travaux de télévision de grand format, de grand format public, et comme ça arriver à tout le monde avec des formats peut-être pas beaucoup plus banalisés et vulgaires, non? Mais qui arrivent le message à tout le monde. Alors ça a été une des questions les plus intéressantes aussi de cette thème. Alors dans la question, si ça va, alors j'ai fini comme ça. Il y a beaucoup d'idées, mais peut-être il y a aussi une question qui a été dite pour la question des sociétés civiles que je trouve intéressante. Le secteur culturel est en train de pousser la réalisation des plateformes de dialogue culturel à niveau national. Je crois qu'une démarche qu'on pourrait être faite par la société civile, parce que ces gens ne connaissent rien de ce que vous faites à niveau de... Non, ils sont des artistes, des gens de la culture qui travaillent. Alors, je crois qu'il y a un certain parallélisme à l'effort que vous faites de structurer des sociétés civiles à niveau national, parce qu'ils demandent d'être présents, comme d'ailleurs les médias, dans l'élaboration des politiques publiques. Et alors, une dernière idée, parce que c'est le dialogue Euromed. Alors, à niveau de dialogue, la question sérieuse, je crois que c'est notre idée forte, et je crois qu'il faut y penser sérieusement. Et la Fondation Annalyn, on a eu une réunion de bailleurs de fonds de fondations de la culture d'une quinzaine, une vingtaine de fondations de différents ordres. Et on a eu une réunion de déjeuner à Alexandrie pour penser comment les fondations institutionnelles ou indépendantes ou privées peuvent aider au secteur culturel. Et c'était très surprenant qu'il y ait eu une grande bataille quand on est arrivé à qui on doit soutenir. Parce qu'il y avait cette dualité maintenant de soutenir des formes qui sont pour l'ouverture, pour la modernité, pour l'innovation, et personne n'était pour ouvrir, disons, les possibilités à des autres, comme j'ai dit avant, des autres possibilités idéologiques ou des autres façons de voir la culture. Alors la Fondation Annalyn est pour demander un effort de dialogue du secteur culturel, des politiques publiques à mettre en place, et ça je suis. Mais ils demandent des approches différentes parce qu'ils ont et ils se sentent forts et capacités pour, entre les secteurs culturels eux-mêmes, demander de nouvelles façons de faire les choses. Alors on doit être attentif et je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Gemma Aubaret, pour ces réflexions particulièrement pertinentes qui posent des problématiques très intéressantes. Et si vous voulez bien, maintenant, je vous permets de donner la parole au dernier intervenant de cette séance, qui est M. Yassine Cherif. M. Yassine Cherif travaille au sein de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle au Maroc, et l'objet de son intervention portera sur les instances de régulation des médias. Quel rôle dans les transitions? Et avant de lui céder la parole, je tiens à vous dire que je le fais avec une certaine émotion, parce que cela fait à peine 1 mois et demi que pour la première fois en Tunisie, nous avons une instance indépendante pour la communication audiovisuelle. Et ça n'a pas été facile de mettre sur pied cette instance. Évidemment, elle sera la seconde dans le monde arabe, après celle du Maroc. Et paraît-il la Mauritanie, je ne sais pas, parce que tout le temps ils annoncent. Bon, ok, donc ce sera la troisième. Donc je vous cède la parole si... J'espère qu'on va trouver le câble. Donc il y a eu 2 générations de licences et on se retrouvait avec 17 radios, sinon on comptait bon. Alors aujourd'hui on a 9 radios généralistes régionales ou locales, dont 6 c'est le réseau MFM, donc MFM Atlas, Source, 6, donc c'est des radios disons régionales de proximité qui sont généralistes et qui font vraiment de l'info de proximité, ça marche vraiment bien, ils ont une bonne audience, même si économiquement c'est un peu difficile parce que le marché économique est très compliqué au Maroc, surtout pour le local, la proximité, l'information et la proximité au Maroc c'est compliqué, ça ne paye pas. Contrairement à des radios musicales ou des radios économiques qui elles arrivent à sortir leur épingle du jeu.
Et surtout parce que le modèle économique des radios locales, c'est qu'il faut avoir des gens sur le local. C'est pas comme la nationale, vous avez la centrale sur Casa, et vous avez des émetteurs pour le reste, et donc ça coûte moins cher. Alors que des gens comme Radio Plus ou LFM, surtout Radio Plus. Radio Plus, il a des équipes locales, et ça coûte excessivement cher, et donc c'est pas très rentable. Ensuite, on a 4 radios thématiques, Mix Radio, qui fait tout ce qui est luxe, machin, fait de la bonne musique, Radio Mars, la sportive, Medina, et puis on a Med Radio. Alors Med Radio, je ne sais pas si nos amis de la société civile connaissent, la société civile marocaine, c'est une radio de médiation. C'est-à-dire que dans la deuxième génération de licence, on a donné une licence à une radio pour faire de la médiation avec la société civile. Et cette radio-là n'arrive pas à décoller. Alors on ne sait pas pourquoi elle n'arrive pas à décoller. Est-ce que c'est parce que le modèle économique n'est pas viable? Mais selon ce qu'il dit, lui, c'est qu'il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que la société civile ne vient pas le voir. Et ça, c'est un privé, c'est incroyable. Donc nous, quand on essaie de sanctionner et lui dire, écoutez, vous n'êtes pas dans vos machins, vous ne respectez pas votre cahier de charge, il nous dit, bien écoutez, c'est le créneau qui est difficile. Donc voilà, ça c'était un exemple. Enfin, sensibilisation, je ne sais pas, mais en tout cas, Med Radio, elle est connue, quoi. Donc le type, il est là, il te dit, ouais, moi je fais de la médiation, c'est son rôle, c'est son cahier de charge. Lui, il est là pour la société civile, il a une licence privée. Mais il ne marche pas, il dit que le marché ne marche pas, il n'arrive pas à faire démarrer, alors il dit que la société civile ne vient pas vers lui. Alors est-ce que c'est lui qui ne sait pas? On ne sait pas. En tout cas, disons que c'est un modèle qui marche moyennement. Ensuite, on a 4 radios thématiques nationales, une radio qui marche très très bien, qui est vraiment une radio pour la jeunesse, et qui est ouverte sur la société civile pour sa part, parce que Radio fait beaucoup d'associatifs, énormément d'associatifs, même si c'est ciblé comme associatif, mais bon, il le fait. Puis on a Aswat Atlantique et Cap. Voilà. Alors, également, je voulais parler un peu de la distribution de Tissalat Nouré, parce qu'on a réussi à faire distribuer des bouquets avec des chaînes internationales culturelles. Donc, ça, alors, pour ce qui est de la production normative, je voulais m'arrêter sur une décision très importante, qui est la décision du 27-11 du 16 juin 2011, concernant la période de la consultation référendaire. Donc cette décision est vraiment une décision qui a demandé un courage particulier au Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, parce qu'on est au lendemain, on est à la veille du vote. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de nouvelle constitution. En théorie, on n'a même pas le projet, puisque le projet est fait par la commission, on ne sait pas encore. Et on doit préparer la période pour le vote, c'est-à-dire pour l'élection référendaire. Et on a un code électoral qui est assez, on va dire, assez coercitif avec tout ce qui concerne le nom et le boycott. Et donc nous, dans cette décision, on a réussi, en faisant des consultations avec certaines parties de la société civile, on a réussi à permettre aux médias publics, quelque part à les obliger, à faire passer le nom et le boycott à la télévision. Et là, la société civile s'est manifestée. Pour la première fois à la télévision publique, on voyait la société civile se manifester, dire non à la Constitution, dire carrément on appelle au boycott. Et on a vu beaucoup de professeurs, Et donc je pense que cette décision-là était vraiment une décision à prendre en considération. Donc là, c'est le nombre de décisions, ça je ne reviens pas dessus. Alors autre chose, par rapport à la coopération internationale également, je pense que je suis dans les temps. Il vous reste encore 2-3 minutes. 2-3 minutes, je vais y aller rapidement. En matière de coopération internationale aussi, je pense que le régulateur a énormément fait. Aussi bien dans la coopération bilatérale gouvernementale avec l'Union européenne ou bien avec d'autres pays, mais également dans les réseaux. Dans les réseaux, on a réussi à faire passer des déclarations. Bien sûr, ça peut être que des déclarations, ça n'oblige pas les partis, mais c'est une base. Et ces déclarations-là, je pense, ont très souvent été le fruit d'une réflexion avec la société civile. Et avec la société civile de tous les pays concernés. Et je pense que là, sur ce point-là, le régulateur marocain a vraiment, comme la déclaration relative à la lutte contre les stéréotypes fondés sur le genre, je pense que c'est quand même vraiment un truc qui
c'est-à-dire un texte qui est un texte de référence, et où la société civile a énormément donné, et qui peut-être dans quelques années pourra servir de référence pour des normes un peu plus contraignantes pour les différents pays. Alors, pour la consécration constitutionnelle du modèle, je voulais juste m'arrêter sur les missions et les contraintes. Et dire que le plus difficile pour le régulateur, c'était les contraintes d'ordre juridique à la base. Sur cette question-là de modèle plus ou moins original qui arrive comme ça sur la scène institutionnelle, eh bien, les autres pouvoirs, c'est difficile de leur dire que vous venez de naître et que vous voulez des prérogatives. Ça a été assez compliqué de mettre en œuvre ces prérogatives, et surtout à cause du fait que la maturité politique des différents intervenants n'était pas encore... et je parle également de la société civile. Là, tout le monde passe, parce que les partis politiques... Non, mais c'est vrai ça. C'est vrai, les partis politiques. Je vais vous donner des exemples. Là, pour la décision 4606, le pluralisme politique, on a écrit à tout le monde. À tout le monde, aux partis politiques, aux syndicats, aux associations, enfin, grosses associations. Pas de réponse. Les gens ne s'intéressaient pas à ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? On ne va pas les traîner par les cheveux non plus. Donc là, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il y a aussi un manque d'intérêt, ou là je ne sais pas si ça va évoluer, un manque d'intérêt pour ce domaine-là, alors que c'est un domaine sur lequel tout le monde passe son temps à critiquer. Parce que c'est normal, c'est un domaine que tout le monde veut investir, mais on ne veut pas travailler pour l'investir. Et ça, c'est toute l'équation que... Et je ne dis pas que bien sûr, nous, on soit blanc comme neige. Nous aussi, on a certainement fait des erreurs. Mais disons que ce qui a retardé, ce qui a fait que la sauce n'a pas pris rapidement, c'était justement cette maturité politique, et surtout les partis politiques. Parce que pour les partis, c'était un modèle où ils étaient avec la SNRT, où ils négociaient leur part, et ils ne comprenaient pas que la haute autorité de la société civile commence à rentrer dans ces négociations. Ça a été vraiment compliqué. Donc, pour revenir à l'histoire de l'indépendance du régulateur, cette indépendance-là, comme je le disais tout à l'heure, est une indépendance qui ne se décrète pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on vous a donné un texte qui dit que vous êtes indépendant que vous l'êtes réellement. Parce que même la composition du Conseil supérieur, il ne faut pas oublier que 5 membres sont nommés par Sa Majesté, 2 par le chef du gouvernement et 2 par les 2 présidents des 2 chambres. Donc l'indépendance, elle est relative. En fait, l'indépendance est dans la dynamique du Conseil. C'est lorsqu'ils commencent à discuter et que leurs points de vue divergent qu'ils font que... C'est-à-dire que l'indépendance est un substrat stratifié de 3e degré. C'est vraiment à partir du moment où les mecs ne s'entendent pas qu'on commence à devenir indépendant. Donc c'est vraiment une pratique. C'est très important à dire et à expliquer. Et c'est dur à expliquer à la société civile, pour qu'elle comprenne vraiment qu'elle a un rôle à jouer, surtout quand le Conseil délibère, quand il y a des décisions importantes à prendre. Alors, si vous pouvez conclure aussi. Je vais conclure très rapidement. Parmi les défis qui nous attendent aujourd'hui, indépendamment des réalisations, pour les défis qui nous attendent aujourd'hui, il y a la révision de la loi, il y a l'histoire du droit d'accès à l'information, et là je pense que la société civile a énormément à faire. Parce qu'il va y avoir très prochainement, j'ai entendu dire que le texte était déjà, il y a une première mouture qui circule dans les différents départements, on ne l'a pas encore reçu, mais il est dans les départements ministériels concernant le droit d'accès à l'information. Et là, je pense que la société civile va devoir s'intéresser à ça et travailler énormément sur ça, parce que l'Union européenne, par ailleurs, prévoit des plans de formation et d'aide sur ce niveau. Pourquoi? Parce que cette histoire du droit à l'information est une des principales portes d'accès à l'autórégulation. Parce que maintenant, tout le monde parle d'autorégulation, mais personne n'est capable de la faire. Et j'assume mes responsabilités en disant ça. Oui, l'autorégulation, allons-y. Comment on fait pour l'autorégulation? Quand on arrive vraiment à des dossiers corsés, personne ne veut la responsabilité de l'arbitrage. Y compris les gouvernements. Personne. Donc, il y a un effort à faire, une responsabilisation à faire. Et ce travail-là, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, je parle du système politique marocain, toutes variables confondues, est ouvert à cette idée-là. Surtout parce qu'on a aujourd'hui des dirigeants qui sont arrivés.
parle de Jamel Dinnaji, notre directeur général, Amina Mneni, la présidente, y compris dans le gouvernement, même s'il y a des critiques à faire, mais les gens sont ouverts à cette histoire d'autorégulation. Mustafa Khrifi, le ministre de la Communication, passe son temps à dire qu'il veut aller vers un modèle d'autorégulation. Il a même dit qu'il voulait fermer le ministère. Donc voilà, donc, disons que les éléments de la solution là, alors comment elle va prendre, ça je ne sais pas comment. Donc disons que si j'ai une recommandation à dire, c'est que la société civile, marocaine, maghrébine si possible, mais surtout marocaine, pour notre cas nous qui sommes spécifiques. Donc c'est pour ça, ma conclusion est la suivante, c'est-à-dire que notre modèle à nous ne s'inscrit pas tellement dans le modèle de la transition tel que le vit la Tunisie. Notre recommandation, c'est notre expérience, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à donner des recommandations en bloc. Tout ce qu'on peut dire, c'est regardez pas où on est passé, regardez les erreurs qu'on a faites, ne les refaites pas. Et ma dernière recommandation, c'est que la société civile doit être présente et que les droits de la société civile ne se décrètent pas non plus. Ils s'acquièrent. Tout comme nous, on nous a donné notre indépendance en tant que régulateur, mais on a dû la batailler pour l'avoir. Et bien, pour la société civile, je pense que c'est la même chose. Ils doivent lutter pour avoir leur voilà, merci. Merci.